Benjamin, ça va? T'es prêt? T'as fait ta valise? Ouais, cool Arthur. Ah, moi je suis plus sac à dos, hein. Mais c'est bon, tout est prêt. Ouais. T'as emmené ton petit Ricoh GR? Ah oui, toujours sur moi. Bon. On va où là? Les passagers du vol, faut pas pousser les ISO à destination du plus beau voyage photo de leur vie, sont invités à se rendre à la porte B14 pour un embarquement immédiat. Bon, bah, je pense que c'est pour nous. Allez, on y va? Ah bah ouais, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion, dis donc. Allez, on y va. C'est parti. Nous sommes le jeudi 30 mars 2023 et vous écoutez le 3e épisode de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on part en voyage photo avec nos invités Vincent Frances, photographe et fondateur de l'agence Photographe du Monde, et Jean-Michel Lenoir, photographe et accompagnateur. On vous dit tout sur comment organiser votre premier voyage photo. Veuillez attacher vos ceintures, relevez vos tablettes et attention au décollage. Cette émission est présentée par MPB, qui est simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Eh ben ça y est, c'est parti. 3e épisode de cette 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Benjamin, je suis une nouvelle fois ravi de te retrouver au studio à ces micros. Comment vas-tu? Ah bah écoute, super bien. Et on va pas faire un concours de miles avec nos deux invités parce que là, on est des petits joueurs, je pense. Il y a de la carte gold qui traîne dans l'air là, hein. On a le plaisir de recevoir deux personnes. Alors, je vais commencer par Vincent Frances. C'est la première fois que tu viens à ces micros. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir pensé à nous pour cette émission. Bon, alors je vais quand même te situer un peu pour nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel et le fondateur de l'agence Photographe du Monde qui vient de fêter ses 12 ans et qui propose des voyages photos sur les 4 continents accompagnés par un guide photographe professionnel. Guide qui est représenté en la personne de Jean-Michel Lenoir, photographe bien connu que vous avez déjà entendu à de nombreuses reprises à ces micros et qu'on est très très content de recevoir à nouveau. Salut Jean-Michel. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi d'être là parce que les fois précédentes, j'étais là pour parler de mon travail plus personnel. Et maintenant, on va parler vraiment des voyages photos. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, et de voyageurs notamment, que je salue bien fort. Je te resitue quand même une nouvelle fois pour nos auditeurs. Donc, tu es auteur-photographe spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Tu as publié plusieurs beaux livres et tes images sont régulièrement exposées et présentées en galerie d'art. Tu as reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions comme le BBC Wildlife Photographer of the Year ou le GDT European Wildlife Photographer of the Year. Parallèlement à tes activités d'auteur, tu encadres aussi des voyages photographiques pour l'agence Photographe du Monde. Et enfin, tu es ambassadeur Fujifilm depuis 6 ans et ambassadeur pour la marque Coquin. Est-ce que tout ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on t'a eu? Ça n'a pas changé. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Et désormais, invité régulier de Faut pas pousser les C'est ça. Il fait un peu partie de l'équipe. Benjamin, juste 2 secondes avant qu'on commence. Le concours qu'on a organisé à l'occasion des 500 000 écoutes avec Samsung, c'est terminé. Et c'est Antoine Saurin qui a été tiré au sort, qui a répondu correctement à la question et qui donc remporte le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra et une paire d'écouteurs hi-fi Galaxy Buds 2 Pro. Il devrait recevoir ses cadeaux dans les prochains jours et nous fera un petit retour d'expérience d'écoute du podcast et de photos avec son nouveau S23 Ultra. Bravo à lui et merci surtout à tous les auditeurs qui ont tenté leur chance. Voilà pour cette introduction de ce 3e épisode. On attaque comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance un nouveau boîtier 24-36 mm, Canon annonce la 7e édition de son programme étudiant pour les futurs photojournalistes et il vous reste encore quelques jours pour voter et désigner le prix du public du prochain Nikon Film Festival. Le Flash Actu est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image.
Sony vient tout juste de lancer un nouveau boîtier haut de gamme dans sa série ZV conçu pour la vidéo, le vlog et le stream. Le nouveau ZV-E1 inaugure pour la première fois sur cette série un capteur 24-36 mm de 12 millions de pixels stabilisé, le même que celui qui équipe l'incontournable A7S3. L'appareil est donc capable de produire des séquences vidéo en 4K 60p en 422 10 bits all intra et pourra même monter au 120p via une mise à jour de firmware gratuite dans quelques semaines. Le boîtier récupère la puce dédiée à l'autofocus dopée à l'intelligence artificielle et développée pour la 7R5 et offre une toute nouvelle série de fonctionnalités pour simplifier la vie des vlogueurs et des streamers et leur permettre de produire seuls des vidéos de grande qualité. Par exemple, le boîtier est en mesure de recadrer et conserver un sujet au centre de l'image. Il est capable de générer des plans serrés automatiquement lors d'interviews. Il offre une stabilisation dynamique active encore améliorée qui peut rivaliser avec les rendus obtenus à l'aide d'un gimbal et propose un rendu cinématique avec le look Cinetone en format scope à 24 images par seconde. Le nouveau Sony ZV-E1 sera disponible dès le mois d'avril et proposé au prix de 2 700 € boîtier nu ou en kit avec un zoom 28-60 mm au prix de 3 000 €. Canon lance la 7e édition de son programme étudiant destiné aux futurs photojournalistes. 100 étudiants seront d'abord sélectionnés pour suivre un programme de mentorat réalisé par des experts de la profession et des photographes ambassadeurs Canon. Puis, 30 d'entre eux seront sélectionnés pour suivre un stage de 5 jours à Gérone en Espagne, encadré par de grands noms de la photographie, comme par exemple le photographe Brent Stearton, Lars Lindemann de Géo ou encore Fiona Shield du Guardian, avec évidemment un passage au festival Visa pour l'image. Et enfin, 5 d'entre eux seront récompensés avec une expérience exclusive organisée par Canon à l'occasion du Hambourg Portfolio Review. Ils recevront une dotation de 2 000 € et un équipement Canon pour débuter leur nouvelle carrière. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 16 avril prochain aux étudiants et stagiaires résidant et faisant leurs études en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Canon Europe, canon-europe.com. Et enfin, pour terminer, il est encore temps de voter pour le prix du public de l'édition 2023 du Nikon Film Festival, qui a pour thème le nombre 13. Au total, ce sont près de 2230 films qui sont en compétition pour le prix du public et 50 films finalistes qui concourent pour toutes les autres catégories du festival, présidé par Alexandre Astier. Vous avez jusqu'au 10 avril prochain pour voter en ligne pour le prix du public sur le site officiel du festival. À noter que la grande cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 avril prochain au Grand Rex à Paris et que des diffusions seront prévues dans 27 villes en France via le réseau de cinéma CGR. Les places pour ces événements sont déjà en vente. Bon, bah voilà, le 24-36 qui arrive sur la série ZV, ça va faire du vlog très très haut de gamme tout ça. Ouais, moi je suis un peu triste, j'aurais préféré qu'il perdure dans la série des petits RX1, ces espèces Je pense qu'il faut faire le deuil de ces appareils-là, ils ne reviendront jamais. Ouais, moi je peux pas faire le deuil des appareils avec des viseurs, c'est dommage, avec des vrais viseurs à hauteur d'œil, j'entends. Maintenant, ils suivent une tendance et donc ça doit marcher, hein, puisque ça suit les traces du ZV-1, un petit compact à capteur 1 pouce dédié au vlog. Donc écoute... On verra bien. Écoute, moi j'ai vu des démonstrations là, de ces nouvelles fonctionnalités de tracking, recadrage, c'est ultra impressionnant. Bon, c'était que des démos filmées, il faudra voir ce que ça donne dans la vraie vie, mais si la promesse est tenue, ça risque un peu de changer des choses et de simplifier grandement la vie de tous ces créateurs de contenu. Et le vlog, c'est un truc qui vous botte en voyage? Enfin, c'est la vidéo de manière générale, d'ailleurs, c'est des fonctions que vous utilisez sur vos boîtiers ou pas trop? Le vlog, c'est quoi? Ah oui, tu me rassures. Alors, pour te répondre... Boomers. Boomer. Non, très bonne question. Bien sûr, la vidéo, en fait, je compare souvent la pratique de la vidéo à un vélo de course et un vélo VTT, c'est-à-dire vis-à-vis de la photo, ça se ressemble, ça roule, il faut pousser avec les jambes et les pieds, mais c'est un mindset complètement différent. Et quand tu fais de la vidéo, tu fais pas de la photo, et quand tu fais de la photo, tu fais pas de la vidéo. Et quand tu accompagnes, déjà que tu n'es pas là pour faire tes photos, alors tu es encore moins là pour faire ta vidéo. Donc, t'as pas des demandes de clients qui veulent un petit peu les coulisses parfois, le côté backstage ou le petit côté souvenir? Alors on est très cliché, mais quand on le fait avec nos téléphones. Parce que
on a besoin d'être disponible en fait pour d'abord le moment qu'on vit avec les gens sur le territoire. Et on a aussi besoin d'être disponible avec les personnes qui sont là. Et on a aussi besoin d'être disponible, nous, pour anticiper ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire aux gens? Est-ce qu'on doit bouger? La météo, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte pour animer en fait un voyage. Et donc, on n'a pas le temps d'y penser parce que c'est vraiment une implication spécifique, la vidéo, qui est très différente, je trouve, de la photographie. Donc, si on pouvait, on le ferait. C'est super intéressant, tous ces formats vidéo. Le vlog, c'est donc, Jean-Michel, c'est le blog mais vidéo, c'est-à-dire des petites pastilles, au lieu qu'elles soient écrites, elles sont faites en vidéo. Et donc, ça permet de faire l'émergence, si tu veux, d'une nouvelle manière de s'exprimer. Et on le voit avec TikTok, par exemple. C'est un petit peu la plateforme du vlog. Donc, c'est pas pour moi. Bon, bah, t'as pris ta petite leçon, hein, Jean-Michel, Non, mais ce attends, matin-là. tout le monde, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de. C'est simplement que de toute façon, comme on ne le pratique pas, on ne le connaît pas, et donc forcément, on a un avis limité sur la question. Bon. Moi, je voulais parler aussi d'une assez triste nouvelle hein, qui a eu lieu il y a quelques jours. On a appris que le site internet, le magazine référence anglais ou américain, je me rappelle, anglais à la base, puis américain, Absolument, je ouais. crois, D-Preview allait fermer ses portes dans quelques jours, le 10 avril prochain pour être précis. Alors pour la petite histoire, hein, donc D-Preview a été racheté par nos amis de chez Amazon en 2007, tout en restant évidemment un média indépendant. Et il semblerait que les équipes font partie de la grande vague de licenciements annoncée par le PDG d'Amazon en début d'année suite aux mauvais résultats du groupe. Alors voilà, on peut se consoler quand même avec un tout petit truc, c'est que finalement les deux visages un peu vedettes de D-Preview qui animaient leur chaîne YouTube ont la chance de pouvoir faire un transfert et vont rejoindre les équipes de Petapixel. Oui, il s'agit de Chris Nichols et Jordan Drake. Hein. Pour ceux qui les suivent, bon, il faut maîtriser un petit peu la langue anglaise, c'est mieux hein, parce que les contenus ne sont pas sous-titrés. Perso, moi j'étais plus friand des parties écrites du site. Je trouvais les vidéos un brin superficielles, même s'ils sont très fun par contre, et c'est plutôt agréable à suivre. Mais les tests en longueur faisaient référence, autorité. Et c'est sûr que c'est un séisme dans le monde médiatique de la presse spécialisée photo. Moi, il y a un truc qui va particulièrement me manquer sur ce site, c'est Camera Timeline et Lens Timeline que j'utilisais quasiment toutes les semaines pour préparer les émissions du podcast. Bon. Arthur, excuse-moi, est-ce que tu sais si les archives vont rester? A priori, elles ne vont pas rester très longtemps. Ils ont annoncé, ils ont annoncé. Donc, il y a un mot assez, on va dire, concis, mais explicite de la part de l'administrateur actuel qui invite même tous les contributeurs du forum qui ont publié des images sur le site à les récupérer d'ici le 10 avril parce que, passé cette échéance, on peut penser que le site va être clôturé pour de bon. Et hélas, et tu as raison d'en parler parce que c'est super important, on n'aura plus accès à ces archives qui sont tout simplement un trésor pour tous les geeks illuminés que nous sommes. Quoi. Après, on n'est pas à l'abri peut-être d'un rachat du contenu de dernière minute, mais bon, en tout cas, on n'a pas d'informations. Est-ce que Petapixel pourrait rapatrier tout ça? Ce serait formidable. Bien. Ce serait bien. Maintenant, bon, c'est plutôt dans les mains d'Amazon. Hein, tout ça. Ouais. Ok, bon, on clôture le Flash Actu là-dessus et on passe à la story, le rendez-vous hebdomadaire, la chronique de Benjamin. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui traite de la photo de rue sous l'angle juridique, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo. S'il ne fallait retenir qu'un conseil à l'issue de la lecture du livre La photo de rue dans la collection Parcours juridique, ce serait le suivant. Réfléchissez après avoir fait la photo. Sous-entendu, avant de la diffuser, mais pas avant de déclencher. Avocate au barreau de Bayonne, Joëlle Verbruge aborde la photo de rue sous le prisme juridique. Elle est également photographe, si bien que son propos s'ancre dans la pratique. On sent le vécu de l'auteur. Ce petit livre, par la taille, traite de manière non exhaustive du droit à l'image, du droit d'auteur, de la diffusion dans le cadre de la photo de rue.
il est autant question de personnes, d'animaux, de bâtiments, que d'objets ou œuvres représentés dans l'espace public, ouvert ou clos, avec une originalité qui tient dans la narration. L'auteur a conçu un aiguillage façon le livre dont vous êtes le héros, des raccourcis efficaces et ludiques pour, par exemple, trouver un modèle d'autorisation pour un sujet, en savoir plus sur le droit relatif aux animaux domestiques. Et oui, les animaux sont classés dans la catégorie des biens dès lors qu'ils ont un propriétaire. Ou encore, pour vous renseigner sur les modalités de diffusion de vos images en fonction de votre statut. En tant que photographe, Joël Verbruge glisse quelques formules magiques pour se tirer d'un mauvais pas, dans le cas où un vigile vous demanderait de supprimer vos photos ou pour demander une autorisation de diffusion à une personne photographiée dans la rue. Elle rappelle aussi quelques décisions et principes importants à assimiler avant d'envisager la diffusion de ces images, tels l'arrêt Bagné qui fait primer la liberté d'expression sur le droit à l'image, mais aussi l'exception de biens du domaine national, Jardin des Tuileries, Palais de l'Élysée, Château de Chambord, en somme, tout ce qu'il faut savoir pour déclencher en toute liberté. Et le bouquin, il traite du droit français sur le sol français, on est d'accord? Ah oui, bien sûr. Alors là il traite totalement du droit sur le sol français, si bien que, bon là on va en parler dans le cadre du voyage, mais il est souvent bien plus facile de publier des photos prises à l'autre bout du monde, de faire de la street photo à Cuba C'est ou là dans les où rues je voulais en d'Hanoï. venir, évidemment. Et oui, voilà, que de le faire sur le sol français. D'abord, c'est un ouvrage qui va aider beaucoup de photographes. C'est effectivement quand on voyage et dans tout contexte, on va dire, on a l'opportunité de faire des scènes de vie, des scènes de rue ou de la street photo. Une question que nous posent les voyageurs, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de, est-ce que j'ai le droit? Donc c'est super utile. Je reconnais bien là l'esprit pragmatique de Joël de proposer ce livre. Donc c'est super intéressant. Et la question de dire réfléchir, enfin la réponse de dire il faut réfléchir après est un excellent conseil qui ne s'applique pas qu'en photo de rue d'ailleurs. Non, après, ça ne veut pas dire qu'il faut photographier n'importe comment et qu'il faut Bien sûr. photographier n'importe qui Bien aussi. sûr, bien On sûr. fait quand même gaffe, quoi. Si par exemple, il y a des enfants mineurs, les parents pas loin, Tout à fait. etc., il y a quand même quelques règles d'éthique qu'il faut conserver. Oui, puis le respect de la scène, c'est-à-dire la position de la personne, ce qu'elle est en train de faire. On a des anecdotes en Mongolie, par exemple, une jeune fille qui était en train donc de traire des yaks et qui a demandé donc en tenue traditionnelle en famille au milieu de la vallée de l'Oron, elle a demandé aux voyageurs de ne pas diffuser les photos parce que ses collègues du lycée à Oulan-Bator allaient se moquer d'elle et de sa ruralité. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on fait des photos. Mais il y a aussi une vie après la photo et avec les réseaux sociaux, Internet, etc., on voit beaucoup de choses et elle ne voulait pas donc être exposée comme ça. Mais Mais je pense qu'il y a peu de photographes de rue, parce que c'est aussi une étiquette, en fait, la photographie de rue. Il y a peu de photographes de rue qui imposeraient, en fait, une vision qui manquerait de respect, en fait, au sujet. C'est souvent l'humour, par exemple, qui prime, ou, vous voyez, un message plus grand que la situation qui n'est pas en mode pour rabaisser, en fait, les personnes qu'on voit. Vous voyez. Donc, je pense que les photographes de rue, ils le savent déjà, ça. On va dire. la plupart, ouais. Après, il y a toujours des dérives. Et Même puis, si- et puis, il y a des exceptions dans le cadre des manifs. Si Oui, on, oui. il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de photographier aussi, souvent Oui. des forces d'intervention spéciales. Mais bon, la plupart du temps, elles portent des cagoules. Donc, Puis ça, voilà. c'est un Et sujet puis- d'émission à part entière. Oui, Pour non, le mais- coup, hein, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, et puis on peut compléter la lecture de cet ouvrage qui est quand même assez succinct. Donc c'est un petit livre, hein, comme je l'ai dit, entre guillemets, qui vaut 19 € d'ailleurs, qui est publié à compte d'auteur. Donc vous pouvez l'acquérir sur le site de Joël, enfin son blog qui s'appelle droit-et-photographie.com, mais à compléter avec des ouvrages plus conséquents si ces thématiques vous intéressent, et notamment un livre qui s'appelle Droit à l'image et droit de faire des images, qui là traite en profondeur de toutes ces questions sur plus de 600 pages. Et là, accrochez-vous, il y a tout ce qu'il faut savoir. Ok. Merci, merci beaucoup, Benjamin. On passe à la suite et avant d'attaquer donc la grande discussion de notre émission, on fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une très courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, la plus grande plateforme en ligne du monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion.
C'est aussi et surtout le moyen le plus sûr et responsable de le faire. Chaque article est vérifié et approuvé par un spécialiste avant d'être mis en vente sur le site. Et chaque article est accompagné par une garantie de 6 mois à l'achat. Pour découvrir MPB et ne plus avoir de mauvaises surprises avec du matériel défaillant à l'arrivée, comme sur beaucoup de sites, vous pouvez utiliser le lien qu'on a mis en description de ce podcast et sur notre site. Nous sommes de retour avec Vincent Frances, le fondateur de l'agence Photographe du Monde, et le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler voyage photo. Alors en guise d'introduction, je vous propose d'écouter les témoignages de Élodie et Denis, deux passionnés de photographie et adeptes des voyages photos. Ils nous expliquent pourquoi ces voyages sont si importants pour eux. On les écoute. Alors, ce qui me plaît dans les voyages photos, c'est de vivre au rythme de la lumière, de se lever quand personne n'est encore dehors pour profiter des meilleures lumières, de rester souvent le soir après le coucher du soleil, où tout le monde pense que le soleil est couché, donc tout le monde rentre chez lui, mais nous, finalement, on reste après pour avoir les meilleures lueurs de fin de journée. Bah, quand j'y vais en solo, c'est moi qui organise tout, je dois tout planifier moi-même, regarder la météo, essayer de trouver les lieux parce que finalement, et les bons points de vue parce que finalement, je les connais pas et je les découvre en même temps que j'ai envie de prendre les photos. Alors qu'avec l'agence, on part avec un photographe pro qui connaît l'endroit, qui gère aussi toute la météo et finalement on se laisse porter et on est toujours au bon endroit au bon moment. Quand je pars toute seule, c'est souvent pour me ressourcer parce que je marche du coup pas mal. Je suis toute seule face à la nature et j'adore. Parfois je prends des photos, mais parfois finalement j'en prends pas et j'observe juste et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Et après en voyage, la partie aussi technique qu'on a grâce aux photographes accompagnateurs est vraiment super parce que ça me permet de m'améliorer, ça c'est certain. Et de profiter aussi finalement du groupe parce que chacun sur un même endroit va prendre des photos différentes. Et c'est assez intéressant après quand on fait les analyses d'images de voir que personne n'a eu le même regard sur un même spot photographique en fait. Et donc après, quand chacun explique sa démarche, c'est hyper intéressant et on se nourrit de chaque personne pour ensuite nous construire notre propre démarche photographique et peut-être prendre des idées chez les uns et chez les autres, mais tout en la mettant à nous-mêmes en fait. Le fait de partir en voyage photo et surtout déjà de partager un moment avec un groupe. Parce que quand on est tout seul, bien sûr, on adore être seul. En règle générale, un photographe adore être seul. Mais moi, ce que j'aime surtout, ce sont des petits groupes et c'est de partager un moment. Donc, et je trouve également que dans ce partage, notre photo évolue. Notre façon de voir se manifeste autrement parce que il y a eu des échanges d'abord et puis on regarde un petit peu ce que font les autres. Des fois, les autres vous guident un petit peu parce qu'ils ont compris un peu comment vous étiez et ils se disent: «Tiens, ça serait bien si tu pouvais photographier cette chose-là comme ça, toi qui aimes les flous, toi qui aimes ce genre de photos». Et voilà, il y a surtout une certaine émulation dans le voyage photo. Donc c'est un partage et je trouve que, actuellement, ben, c'est bon de partager quelque chose. Pour aller un peu plus loin, je pense que, en groupe, on est plus tenté de faire d'autres choses. On a moins peur, on se sent un peu porté par les autres. On se sent une légitimité dans l'action. Des fois, on se sent je vois une fois je suis parti en Mongolie chez les nomades et c'était une des premières fois où j'allais photographier, des gens dans leur, vie de tous les jours, dans le travail et ça me gênait un peu. J'avais l'impression de faire un peu de voyeurisme et lorsque les autres m'ont encouragé, m'ont dit: «D'abord Denis, on est là pour ça, tu as choisi déjà ce voyage pour ça, et donc mais non, vas-y, c'est une très bonne chose au contraire. Tu vas montrer quelque chose aux autres, tu vas montrer quelque chose qu'ils ne verront peut-être jamais, un témoignage. Donc ils m'ont poussé à le faire et je me suis senti plus libéré.
de plaisir, voilà, de plaisir. Parce que avant tout, faire une photo, il y a du plaisir quand même si on cherche à témoigner de quelque chose. Je pars très souvent avec Jean-Michel Lenoir, qui est un photographe accompagnateur, qui est mon mentor un peu, qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné, qui m'a fait aller plus loin dans ma photo. Et puis on rentrait de, de Sénia, on était dans la salle d'embarquement à l'aéroport, et là, il m'a regardé et il m'a dit, ça y est, Denis, t'y es. Mais comment ça, j'y suis? T'y es. Alors, je pense il voulait dire que j'étais sur le bon chemin. Et ce que je faisais avait du sens. J'ai eu les larmes aux yeux, de bonheur. Alors, Jean-Michel, tu fais pleurer tes stagiaires à l'aéroport, du coup. Je me souvenais pas de ce moment-là, mais maintenant ça me revient. Et merci Denis pour ce beau témoignage. Mais c'est vrai, oui, pour rejoindre ce que disait Denis, c'est la photographie en voyage, c'est surtout du partage. Et les gens qui partent avec nous, qui sont dans cette vision-là, en tout cas dans cette démarche de partage, vont avoir un voyage beaucoup plus riche que s'ils restent dans leur coin simplement pour profiter de la connaissance des lieux. C'est intéressant cette vision du groupe, notamment de la part d'un photographe, parce que d'habitude, on imagine plutôt une espèce de concurrence, ou alors de se dire, bah tiens, on va pas être privilégié parce qu'on va être plusieurs sur une même scène, etc. Lui, il le voit plutôt comme un atout finalement. Toi aussi, avec le temps, tu le vois comme ça? Ah, mais complètement, parce qu'en fait, on est un groupe, il vit. La première journée, quand les gens ne se connaissent pas, c'est un peu l'observation. Et puis au fil du temps, les gens prennent leur marque, apprennent à se connaître. Et plus les gens vont, on va dire, sous la dynamique de l'accompagnant, qui va favoriser justement la bonne entente, plus les gens vont être dans le partage, plus l'émulation sera forte, et plus ils vont partager leurs petits trucs et astuces. Et puis il y a la notion de respect aussi, quand les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas trop comment se comporter sur le terrain. Donc en fait, au départ, on a vraiment un rôle on va dire, de facilitateur, de prise de contact à la fois entre les gens et de proximité avec les sujets que les gens vont aller photographier. Et Denis, il va même un peu plus loin que ça, et il dit que tu es son mentor, et qu'en quelque sorte, avec tes voyages, il a suivi une sorte d'apprentissage on est là-dedans ou pas? Alors, chaque accompagnant partage de manière différente avec sa propre sensibilité. Et Dieu merci, la photographie est un terrain de jeu vraiment extraordinaire parce qu'on a vraiment la chance de pouvoir exprimer sa sensibilité à travers les images. Et je sais que sur le terrain, je partage énormément ma vision de la photographie. Je ne cherche pas à l'imposer. Parce qu'encore une fois, ça fait appel à une sensibilité, donc à une vision très personnelle de la manière de sa relation à l'image. Et du coup, les gens qui sont sensibles à ce partage-là, à ces partages, à ces visions-là, vont adhérer ou pas, ou en tout cas, moi je sais que je respecte énormément la vision de chacun et je cherche à faire progresser les gens avec leur propre sensibilité. Ça résume pas mal un petit peu ce que tu proposes, Vincent, au travers de Photographe du Monde, ce que dit Jean-Michel. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, globalement, le parcours de découverte du monde qu'apporte le voyage est relié au parcours de découverte de la photographie. Et ces parcours sont reliés à la découverte de soi au travers de ces expériences. Et il y a certains photographes qui le portent plus et plus loin au travers de leur sensibilité, et d'autres, évidemment, qui ont une pratique un peu différente. Donc de la technique à l'artistique, chaque photographe apportera en fait sa propre vision du monde, sa propre sensibilité. Et après, certains, évidemment, vont plus se déplacer dans leur pratique vers une découverte artistique, donc qui touche évidemment les personnes qui le vivent et qui l'expérimentent. Puis d'autres s'arrêtent simplement à un apprentissage technique, il en faut pour tout le monde. Et les photographes, évidemment, nous, on sait s'adapter. On n'est pas toujours un artiste avec les voyageurs, on sait également simplement les accompagner et animer un voyage. Donc on s'adapte évidemment au niveau technique et aux attentes des personnes.
Elodie et Denis, ils soulignent vraiment l'importance du groupe hein, dans leur expérience. Vincent, la mayonnaise, elle prend à chaque fois ou pas? C'est difficile de faire une généralité. Ça dépend totalement en fait de l'implication de chacun dans le groupe. C'est des groupes de combien de personnes en moyenne? De 4 à 8 personnes. Il y a Ok. certains voyages qui sont limités à 6, d'autres 3 à 5. Voilà, ça dépend un petit peu des configurations. Tout ça est présenté sur le site et dans les documents, etc. On essaie d'être assez précis là-dessus sur comment ils vont vivre cette expérience du Mhm. voyage. Est-ce que la mayonnaise prend à chaque fois? Non. Et c'est aussi ça qui fait que ça a de la valeur quand ça prend. Oui, d'ailleurs, parce que les gens peuvent revenir aussi. J'ai l'impression que Denis, du coup, Oui, il bah, les deux, retombe hein, sur les Elodie voyages. et Denis, clients fidèles Ouais. a priori. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. La fidélité est la plus belle récompense que l'on a des voyageurs et du dur travail et de l'implication énorme que ça représente, nous, à l'agence, mais aussi sur le terrain par les photographes accompagnateurs. Il n'y a rien d'autre que je ne propose que ce que mettent les photographes dans leur accompagnement. Un accompagnateur qui s'implique personnellement, donc artistiquement, dans ce chemin de découverte de la technique, de la photo, du monde et donc de soi, évidemment, proposera une rencontre plus riche en termes d'éventail d'expériences que quelqu'un qui est juste dans la technique. Alors, des fois, hein, au cours de certains voyages photos, hein, la magie opère, on va dire, totalement. Et les stagiaires vivent des moments tout simplement extraordinaires. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Christophe Boivieux, lui aussi accompagnateur pour Photographe du Monde. Il a réussi à organiser au pied levé une rencontre entre son groupe et le Dalai Lama. Nous étions au Ladakh avec donc un petit groupe de huit photovoyageurs dans la vallée de la Noubra, magnifique vallée aux confins du Ladakh, de la Chine et du Pakistan. Et, et nous avons appris que le Dalai Lama allait délivrer un enseignement dans un des monastères de cette vallée de la Noubra. Et donc, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on bouscule un petit peu notre programme pour assister à la fête, parce qu'il faut savoir que à cette occasion, tous les villages se déversent pour évidemment tous les villageois qui quittent leur maison pour se porter au devant du Dalai Lama avec des écharpes de cérémonie, faire une haie d'honneur devant sa voiture, etc. Et tout. Donc c'est extraordinaire. Mais par contre, la rencontre avec le Dalai Lama, c'était un peu la cerise sur le gâteau parce qu'il est évidemment entouré par sa garde rapprochée, la sécurité indienne. Et nous l'avons vu arriver, nous avons vu les fidèles lui faire une haie d'honneur. Et puis la voiture s'est engouffrée à l'intérieur du monastère, les portes se sont refermées. Et voilà, nous n'avions pas évidemment accès à lui. Mais moi, j'avais eu la chance de le rencontrer en tant que journaliste à Paris. Donc j'avais quand même une petite carte à jouer. J'ai essayé de parlementer à l'entrée du monastère, ça ne marchait pas. Et mon guide, qui était très malin et que je remercie au passage vraiment encore, m'a dit: «Écoute, on peut peut-être essayer de passer par les cuisines». Alors moi, j'ai laissé mon groupe et puis j'ai suivi le guide et on est passé par les cuisines du monastère. On est rentré donc à l'intérieur du monastère et là, on a pu déambuler tout à fait tranquillement, jusqu'au bureau de presse du Dalai Lama, où j'ai fait part de mes états de service. J'ai raconté la vérité, c'est que j'avais déjà rencontré sa sainteté et que j'étais avec un petit groupe et que nous souhaitions obtenir une audience. Et le responsable de presse a été tout à fait adorable. Il a dit: «Écoutez, venez demain à 8 heures, vous pourrez échanger avec le Dalai Lama». Alors autant vous dire que euh, bah, tous mes, tous mes photos voyageurs se souviendront, je crois, toute leur vie de ce moment, parce que c'était un moment de très très grande émotion. Euh, Là, on était tous, ouais, je peux dire, tous contaminés par la joie de cette rencontre, le sourire du Dalai Lama qui a pris un petit moment pour nous parler à tous. Bon, ça n'a pas été très très long, mais c'était un moment tout à fait extraordinaire.
inoubliable. Je peux dire vraiment inoubliable. Je retrouve certains de ces photovoyageurs sur d'autres des destinations que j'accompagne et ils m'en parlent encore avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Bon, Vincent, j'imagine que le tea time avec le Dalai Lama, c'est pas quelque chose de garanti avant l'embarquement. En fait, du coup, jusqu'à quel point sont prévus les voyages? Alors, le Dalai Lama non inclus dans les prestations. C'est pas forcément une bonne chose, dis donc, d'entendre ça. Ça met la barre trop Ah haut. oui, ça met la barre un petit peu haut. C'est Alors, une belle cerise sur le gâteau, là. Tout à fait. En revanche, ce qui est inclus dans tous les voyages, c'est l'audace des photographes, la curiosité. Et ça, vous pouvez compter sur les photographes accompagnateurs pour partager leurs idées, partager justement cette volonté d'ajouter ce supplément d'âme dont parlait Denis, et l'expérience de Jean-Michel et Denis le démontre. Et donc, parfois, ça fait ça. Et puis parfois, c'est tout simplement une personne que l'on rencontre en Afrique du Sud dans un township qui vous remue. Voilà. Donc, c'est pas toujours fait de photos. Vous voyez, il n'a pas parlé. Il n'y a pas eu ici un portrait du Dalai Lama. Il est en train de vous parler d'une anecdote de ce qui se passe en voyage. Et ça porte exactement ce qu'est le voyage, c'est-à-dire le résultat de l'audace et de la curiosité, les portes qui s'ouvrent et qui ne sont pas forcément faites. On ne revient pas avec un cliché, mais on a bien un moment incroyable, une expérience unique. Et donc, la photographie se fait et s'écrit avec également les moments à côté de la photo. Et on essaie évidemment de le retranscrire dans les photographies que l'on peut prendre. Toi, ce sens de l'impro, Jean-Michel, ça se traduit comment chez toi qui fais beaucoup de paysages? Ça peut être, je sais pas, au détour d'un chemin en Écosse, tu te dis, bah tiens, il y a telle lumière, ou je connais tel endroit, où on va essayer ça. Ça se traduit comment? En fait, ça se traduit vraiment en fonction, au niveau du paysage, de la manière dont la météo agit sur le paysage. Il y a encore 8 jours, j'étais dans les îles Lofoten. Et l'échange que vous avez me fait vraiment penser à ce souvenir-là. C'est qu'en fait, il avait énormément neigé sur les reliefs, et même au niveau de la mer. Donc les plages étaient complètement blanches de plusieurs dizaines de centimètres. Et il y avait énormément de vent. Et en fait, ça s'est traduit par un paysage complètement lunaire, complètement surréaliste, avec de la neige qui vole en permanence. On a l'impression qu'il y avait des énormes écharpes de neige qui voltigeaient dans tous les sens. Et en fait, moi, quand c'est comme ça, j'ai le cerveau en ébullition, ça me donne des frissons partout. Et en fait, je suis allé sur le terrain, j'ai emmené tout le monde, on s'est garé au plus près, on est allé dans un fjord et on a regardé, on a assisté au spectacle. Et les gens ne comprenaient pas que je puisse faire des photos comme ça. Donc en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, vous savez sûrement ce que c'est que le stacking photo, donc la superposition d'images en fusion. Moi, je vais vous présenter ce que c'est que le stocking photo. Et donc, en fait, j'ai plongé dans la neige. Donc, j'étais complètement dans le blanc. Et j'ai fait des photos complètement dans le blanc où on a l'impression de vraiment vivre ce blizzard. Et à un moment donné, il y a eu une rafale plus forte que les autres. Et en fait, j'étais obligé de me protéger le visage tellement ça fouettait, ça me cinglait. Et j'ai quelqu'un qui m'a photographié à ce moment-là. Et quand on regarde l'image, mais c'est une scène complètement surréaliste. Mais les gens qui continuent à discuter après voyage, puisqu'on crée des groupes WhatsApp pour échanger, les gens n'arrêtent pas de parler de ce moment-là. Donc, quand on vit ces moments-là et quand on voit que les gens ils sont sensibles, là, on sent qu'on a déclenché, éveillé quelque chose chez eux. Oui, pour compléter, je veux dire, l'émotion de vivre un moment avec le Dalai Lama ou l'émotion devant une virgule de neige sur un sommet, sur un moment de lumière qui est une surprise et une bonne surprise. Voilà, laisser advenir en fait, laisser advenir les choses. Vous voyez bien que l'émotion est la même, que ce soit rencontrer le Dalai Lama ou aimer le vent. Vous voyez, vous comprenez. Et ce qu'on retrouve et ce qu'on propose en tant qu'accompagnateur, c'est le temps de se connecter à cette pureté. C'est la pureté de l'émotion. Chacun a la sienne. Et le photographe, en fait, partage ce point de départ. Et c'est évidemment aux voyageurs de faire le point d'arrivée. Et ce sont des points communs, vous voyez, que je vois entre Christophe et Jean-Michel, alors que ce sont deux univers complètement différents. On a un photographe de paysage qui a sa sensibilité et ses émotions devant le paysage. On a un photographe de reportage plus dans le style de Steve McCurry, dans le grand reportage autour du sacré. Et on voit bien qu'il y a un lien énorme en fait entre ces deux pratiques de la photographie, alors que c'est pas du tout ni les mêmes territoires, ni les mêmes sujets. Maintenant, peut-être que la première question à laquelle il faut répondre quand on a envie de faire un voyage photo, c'est
où on va, le choix de la destination. Vous, à Photographe du Monde, vous proposez des expériences sur les 5 continents. Vincent, c'est quoi un peu le top 3 ou le top 5 des plus beaux voyages que vous proposez, en sachant d'ailleurs que Élodie et Denis m'ont soufflé que eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est partir au Spitzberg. Alors, les belles destinations, Spitzberg. Spitzberg, en effet, c'est une très belle destination qui est reliée. Alors qu'il y a plusieurs manières de découvrir. Nous, on le propose en bateau. Alors, le top 5, c'est difficile. On vient de parler d'émotions, etc. Et évidemment, chaque personne a des attentes différentes. Le bout du monde, c'est le coin de la rue pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui. Donc, évidemment que ce n'est pas vraiment le lieu. Attends, c'est langue de bois là. Non, Non. c'est quoi? Top 5 destinations. Fais-nous rêver un peu. Je peux te faire une destination phare pour faire du blanc, du polaire, etc. Ça va être toutes les destinations de Scandinavie, des Lofoten en passant par la Laponie suédoise, l'Islande, bien que l'Islande, ça soit le granit, donc un peu plus noir et blanc. Donc pour ce type de photographie, ça va être ça. D'ailleurs, sur le site, on les classe aussi par thématique, par style d'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un classement, on va dire, par thématique technique. On a aussi un classement par proposition, on va dire, artistique. Donc on a par exemple une proposition blanc et minimalisme, voyez. On a aussi peuple et culture. Donc par exemple avec Christophe, on va aller faire l'Inde. Donc si vous aimez le peuple et la culture, le sacré, il faut partir au Ladakh. Et si vous aimez les grands paysages qui n'ont pas bougé depuis 300 000 ans, il faut aller en Namibie. Ou vous pouvez encore aller voir le Salar d'Uyuni tant qu'il y en a encore un, en Amérique du Sud, en Bolivie. Donc, et on peut aussi tout à fait s'émerveiller devant le granit et les burons d'Aubrac, et à toute saison, parce que l'Aubrac en automne, c'est extraordinaire. L'hiver est extraordinaire aussi là-bas. Ça transforme complètement les paysages. Donc, on n'est pas obligé de partir aussi loin. Ok. Alors, un peu moins exotique, un peu moins loin, Jean-Michel, toi, tu proposes pas mal de séjours en Écosse. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé un peu spécialiste de l'Écosse? Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, l'Écosse, pour faire de la photo? En fait, l'Écosse, c'est un peu mon pays de cœur. J'avais eu la chance d'y aller le temps d'un week-end quand j'étais étudiant au Pays de Galles. Donc ça remonte il y a quelques décennies. Et j'étais tombé fou amoureux en m'arrêtant au bord de la route sur les paysages de la vallée de Glencoe. Et ça, c'était en 92 ou 91. On Donc peut ça voir dans remonte. le film Skyfall, hein, c'est un James Bond qui était en Tout partie à fait. tourné là-bas. Et je m'étais juré d'y retourner. Et en 2010, je crois, ou 2011, j'y suis retourné. Et ça m'a tellement émerveillé que, en fait, quelques années plus tard, je montais un voyage photo au moment où je lançais mon activité de photographe. Mais en fait, ce qui fait que je suis amoureux de l'Écosse, c'est toute une alchimie, ce sont des ambiances, des atmosphères. C'est un pays, comme dit Giono, où il pleut, il y a des brumes, mais il y a des mystères. On sent que le peuple écossais a beaucoup souffert, et les gens qui ont souffert, comme les Irlandais, de l'oppression anglaise, sont des gens qui ont un sens de l'ouverture, une bienveillance, une gentillesse, et qui est complètement paradoxal par rapport à certains paysages qui peuvent paraître extrêmement rudes. Mais il y a aussi d'autres visages de l'Écosse, notamment sur les Hébrides extérieures, qui est un endroit que j'adore. C'est un côté extrêmement apaisant, extrêmement poétique, avec des couleurs que je ne vois que là-bas. C'est les fameuses îles Lewis and Harris dont tu as parlé. Notamment ces dont tu as parlé îles-là. ton voisin, Jérémy Villet, à ses micros il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il a séjourné là-bas. Ouais, notamment c'était ce secteur-là. Mais ce n'est pas les seuls. Et là, pour revenir du nord de la Scandinavie, j'ai retrouvé un peu ces ambiances-là. Ouais, en fait, quand on va dans un pays, et c'est aussi l'intérêt du voyage photo, c'est qu'on y va souvent avec une idée un peu préconçue des choses, et on se fait un peu une wish list, une liste de son intérêt, parce que j'aime pas utiliser le mot spot. Je trouve que c'est assez péjoratif, parce que c'est un peu une course-poursuite pour essayer de cocher une case. Oui, mais les clients ne demandent pas ça parfois, d'aller sur certains bien spots, sûr que parce si. que bon, tu es sur Google, ah tiens, regarde, il y a un spot photo. Exactement, mais je lutte un peu contre ça, parce qu'en fait, le lieu n'est qu'un prétexte. Et ce qui crée la richesse d'un paysage, c'est l'atmosphère.
Et l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est la lumière, c'est les nuages, c'est les conditions qu'on peut vivre, le vent, la neige. Encore une fois, là, il y a peu de temps, j'ai emmené un groupe, on était sur une plage en Norvège. Il y avait tempête de neige avec des flocons énormes qui tombaient. Mais en fait, on est resté 2 heures. On s'est transformé en bonhomme de neige. Mais tout le monde avait la banane parce qu'en fait, tout le monde avait conscience qu'on était en train de vivre un moment fort. En fait, l'eau est devenue complètement turquoise. Et en fait, on voyait que des petits traits blancs qui tombaient. Et on a fait des photos très différentes. Euh, Vincent, on va parler un peu pépette maintenant. Budget, combien il faut prévoir du coup pour partir avec Photographe du Monde? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Comment ça se passe? Globalement, ça va de 300 à, je sais pas, 7000 euros. Donc le spectre est large. 300 euros, ça va être une journée sur les voiles de Saint-Tropez, par exemple, à suivre les régates des classiques dans la baie de Saint-Tropez. Ok. Donc là, on a un Zodiac privé et on suit en fait au plus près les régates, etc. Et en plus de 7000 euros, 10 000 euros, ça va être les expéditions au bout du monde, en Géorgie du Sud, ce genre de voyage où forcément il y a une logistique énorme pour pouvoir y aller. On propose toujours avec ou sans aérien, c'est-à-dire que les gens peuvent tout à fait, enfin les personnes intéressées peuvent tout à fait trouver leur vol par eux-mêmes et leur moyen de transport, on va dire, par eux-mêmes. Je pense à certains lieux où tu n'es pas obligé d'y aller en avion. Et donc, ça permet d'avoir une tarification à tiroir, j'ai envie de dire, en fonction des attentes des voyageurs. Et après, nous, on essaie d'inclure un maximum de services dans le voyage pour que le photographe voyageur ne se soucie quasiment que de ses photos et de ce qu'il va faire, en fait, le matin, l'après-midi, le Donc soir, tout est prévu, Globalement, les tout est- transferts, les hébergements, les repas, Exactement. l'agenda, tout est calé Exactement. à l'avance. Exactement, on a tout calé à l'avance. C'est pour ça qu'on est une agence de voyage. On est une agence de voyage de fait. On n'a pas commencé cette aventure en disant on va créer une agence de voyage. C'est parce que c'était nécessaire pour organiser tout ça d'être une agence de voyage. On est d'abord des photographes, on est d'abord des passionnés, on est d'abord des curieux. Et ensuite, on a créé cette agence pour pouvoir avoir un cadre en fait à cette activité et pouvoir accompagner les gens en les mettant dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit des dispositions techniques, logistiques ou artistiques pour réaliser leurs images. Et tous les départs sont garantis, en Alors, fait? non, ce sont des voyages de groupe. Alors, c'est de l'individuel regroupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez tout seul et il y a d'autres personnes qui viennent tout seuls. Et quand on est 4, on part. Ok, Voyez. donc 4, c'est le minimum pour Souvent, déclencher oui. un Exactement, départ. exactement. Et donc, on part en voyage et après, on fait une petite réduction quand on arrive à 6, 8, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même expérience quand on est trop nombreux dans les groupes. Et puis après, on part, on fait aussi une tarification, comme il y a de l'aérien, quand il y a de l'aérien, ou même en France d'ailleurs, on fait une tarification en avance, c'est-à-dire que les personnes qui réservent en avance ont des réductions, parce que Ouais. l'aérien est moins cher que quand on le prend 4 mois avant que quand on le prend 2 mois avant. Donc, on essaie de suivre, si vous voulez, ces problématiques tarifaires pour proposer vraiment le meilleur qualité, service, prix aux voyageurs. Alors après, le Toscane, on va dire à peu près 1500 euros hors vol, 7 jours. On va dire, oh là là, mais c'est énorme. Oui, mais ce que vous allez faire en 7 jours en Toscane, vous l'auriez peut-être fait en 10 ou 12 jours tout seul. Et donc finalement, ça revient quasiment au même, quoi, au coût à la journée. Vous voyez. Ok. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, et là peut-être Jean-Michel, tu vas pouvoir nous répondre, c'est celui du niveau en photo qu'il faut avoir finalement pour partir. Ces voyages, ils s'adressent à qui? À tout le monde, aux experts, Est-ce qu'un grand débutant peut partir? C'est quoi le niveau des groupes, grosso modo? Mais en fait, le niveau, on ne le décide pas. C'est à l'accompagnateur de s'adapter. Donc, on peut être du grand débutant à un photographe très confirmé. En fait, le but et la réussite d'un voyage photo, c'est quand tout le monde y trouve son compte. Et donc, le guide qui accompagne est là pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est à lui de s'adapter sur le terrain en fonction du niveau de chacun, du sujet qu'il va pouvoir proposer et du partage qu'il va offrir aux photovoyageurs
pour, oui, donner des bases techniques à ceux qui sont encore très vacillants à ce niveau-là, pour les rassurer et puis pour ceux qui sont intermédiaires, leur donner un champ de possibles, sur des photos qu'ils n'ont pas forcément vues. C'est, favoriser leur curiosité parce que s'il y a un mot fort pour faire des images différentes, c'est la curiosité. Le but quand on est en voyage et surtout sur la photo de paysage, hein, évidemment, on se rassure en photographiant ce qu'on a déjà vu dans le catalogue ou des scènes et des sites qu'on a déjà vus maintes et maintes fois, mais le but, c'est d'y mettre un peu de personnalité, ou en tout cas un bout de sa sensibilité. Donc là, le photographe est là vraiment l'accompagnateur pour suggérer ces moments qui vont être des éléments de différenciation photographique. Et ça se passe comment une journée type? Donc il y a de la prise de vue. Est-ce que le soir, vous faites un editing un petit peu collectif? Est-ce que les gens regardent les photos des uns des autres, vous échangez? C'est quelque chose qui est suggéré, imposé? Alors, il n'y a rien d'imposé, mais en fait, le contenu des journées va dépendre vraiment des destinations. Quand on est sur des logistiques un peu lourdes, hein, quand on est en itinérance, hein, évidemment, on n'a pas les mêmes temps disponibles de partage d'images et d'editing. Par contre, quand on est sur beaucoup plus, on va dire, sédentaire, là, on a la possibilité, effectivement, de faire un lever de soleil ou en tout cas faire une première séance avant petit déjeuner. On revient, le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner, faire éventuellement un débrief, avant de repartir, faire une séance d'editing, se montrer des images, faire une analyse, hein, donner quelques conseils supplémentaires. Moi, je sais que j'aime bien, dans la première journée, c'est faire un peu un état des lieux et donner mes trucs et astuces en tout début de séjour pour que les gens aient le maximum d'outils sur le terrain pour ne pas passer à côté de certains réglages. Je parle d'hyperfocale, comment on règle sa profondeur de champ, où on fait la mise au point en fonction de sa focale. C'est des choses qui peuvent être très techniques, hein. J'essaye de les démystifier un petit peu et de donner un sens pratique sur le terrain de manière à vraiment armer les gens et qu'on ne se retrouve pas en fin de semaine avec des choses qui ne sont pas assimilées. Et Jean-Michel, l'idée au final, c'est quoi? C'est de revenir avec une série cohérente d'un voyage ou de faire une série de cartes postales magnifiques, très diversifiées? Alors pour moi, le mot carte postale sous-entend ciel bleu. Et j'aime pas les ciels bleus. Oui, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc non, en fait, ça c'est chacun, encore une fois, chacun va pouvoir réaliser une série. Le paysage dépend essentiellement des conditions météo. Donc, en fait, d'un séjour à un autre, on ne va pas y mettre le même contenu en fonction des ambiances et de ce qu'on va pouvoir vraiment recevoir en fonction des lieux où on va aller 10 fois au même lieu, on va faire 10 rendus différents. Et c'est pour ça que sur le terrain, moi, j'aime me laisser le luxe de pouvoir retourner plusieurs fois au même endroit pour avoir justement une diversité, une palette de rendus, d'images. Chaque personne, évidemment, pourra, en fonction de ses centres d'intérêt, de ses sujets de prédilection, quand on va effectivement dans des ports de pêche, les gens aiment bien photographier des reflets des coques de bateaux qui tranchent sur les fonds de neige avec les fjords, et d'autres vont faire complètement autre chose, vont être sur du paysage pur, et puis d'autres vont photographier des séchoirs avec des morues, hein, et pour certains, c'est juste pas possible, hein. Donc, Le rôle en fait de l'agence entre la photo illustrative et la photo d'auteur, c'est de proposer toute cette palette. C'est pas à nous de dire cette photographie est plus intéressante que celle-là. C'est évidemment aux voyageurs de partir, d'avoir un point de départ sur ce qu'ils recherchent. Donc il y a des stages photo d'auteur avec des photographes qui sont des auteurs photographes qui font des séries. Ils vont vous apprendre à construire une série. On a par exemple un voyage qui n'est pas sur le territoire, mais qui est sur construire sa série personnelle. Et ces 3 stages qui ont lieu à Bruxelles, Bruges et Paris, qui sont complémentaires par rapport, on va dire, au contenu, mais dont le sujet n'est pas le territoire, c'est-à-dire les rues de Paris, les rues de Bruxelles ou les rues de Bruges, mais votre regard photographique dans un contexte différent. Et donc, on part évidemment de la palette là, de la photo d'auteur, qui est une photo narrative, donc avec quelqu'un qui cherche à tenir un propos ou à montrer quelque chose avec sa photographie, à une photographie de l'autre côté du spectre. Donc, il y a toutes les, si vous voulez, les gradations entre cette photo d'auteur et la photo purement illustrative qui fait plaisir à beaucoup et dont beaucoup se contentent finalement d'aller dans des beaux endroits, de faire des photographies qui
qui répondent à leur recherche de je veux voir tel ou tel lieu et le photographier à peu près correctement. Donc c'est un point de départ qui n'est pas moins bon, moins bien ou moins intéressant, de faire quelque chose d'illustratif et de simplement descriptif, qu'une photo plus subjective. On est plus sur la photo d'auteur. Donc on est globalement, vous voyez, dans une proposition très vaste. C'est pour ça qu'il y a à peu près 20-25 photographes accompagnateurs. C'est pas pour faire du volume, de la masse, etc. C'est pour essayer de proposer une sensibilité et une proposition de liens différentes en fonction des accompagnateurs et pour accompagner cette découverte du monde, pour accompagner cette découverte de la photographie et pourquoi pas, si les gens le souhaitent, aller encore plus loin dans la photographie d'expression. Donc c'est pas je vais faire une série, je vais ressortir, je serai Cartier-Bresson. Vous voyez, c'est vraiment plus un accompagnement. C'est pour ça qu'on dit des accompagnateurs. Et c'est pour ça que ce sont des photographes artistes. Ce ne sont pas simplement des guides qui font des circuits touristiques. Ce sont des artistes qui vous accompagnent. Et donc c'est vrai que cette réponse, elle appartient à nous dans la proposition, dans cette construction, si vous voulez, de propositions, et après aux voyageurs de s'interroger sur le bon choix du voyage. Est-ce que c'est celui-là ou plutôt qu'un autre? Ouais, non, mais tu as tout à fait raison, Vincent. Un style d'image n'est pas meilleur que l'autre. On va dire se nourrir d'une scène très descriptive où les éléments sont, on va dire, clairement identifiés et où on va être dans une approche plus descriptive du paysage n'est pas moins glorieuse que de faire une image très artistique où on va attendre une lumière plus particulière avec moins d'éléments dans le cadre. Ça, c'est vraiment la sensibilité de chacun et on va dire chaque accompagnateur est là pour offrir une palette, un champ de possibles pour les voyageurs. Vous allez apprendre l'alphabet, les règles de la grammaire et la syntaxe, et la poésie et la pureté de votre émotion ne dépend pas de l'accompagnateur, elle dépend de votre démarche. Vous pouvez donc du coup faire une phrase « les nuages sont dans le ciel bleu », vous voyez, une phrase complètement objective, descriptive, ou alors mettre de la poésie. « Dans le bleu, les nuages s'amoncellent ». Vous voyez? Si, ça va quand même vachement dépendre de lui, parce que comme disait Jean-Michel tout à l'heure, lui, il va faire une météo démente, il amène les gens dehors, quoi. Donc bien il sûr, avec cette grammaire-là, avec ces conditions-là, tu vois. Tout à fait, mais nous, on est dans la proposition. Et les gens prennent ou prennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. S'ils ont juste envie de faire une phrase qui commence par une majuscule et finit par un point, vous n'allez pas les pousser à rentrer dans une expression beaucoup plus personnelle. En revanche, on les met dans les conditions où ils vont avoir le choix. Voilà, c'est notre rôle et on s'arrête devant la porte. Et c'est à chacun de la franchir ou pas. Et il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est très phrase. Important. De pas rester devant la cheminée. Et d'ailleurs, les photographes voyageurs, ils viennent avec quoi finalement comme matos? J'imagine que vous avez des anecdotes un peu surprenantes de personnes qui débarquent suréquipées ou au contraire qui débarquent avec un matériel très minimaliste. Je fais souvent une blague. Quelle est la différence entre un photographe, alors je dis pas amateur, parce que c'est un photographe qui a moins d'expérience qu'un photographe professionnel dont c'est le métier. La principale différence, c'est qu'il a un meilleur matériel. Parce que nous, les photographes, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter le dernier cri, on va dire. Si vous voulez des anecdotes, on en a pas mal. Moi, j'ai l'année dernière accompagné un groupe en Norvège. Et j'ai eu une personne, premier rendez-vous le matin, petit matin, et je vois une personne qui n'a pas d'appareil photo, qui avait juste un iPad. Et là, je tombe des nues, quoi. Mais ça, c'est sur la partie matérielle. Généralement, les gens sont super bien équipés, même des fois trop. Et bien souvent, ils nous contactent pour savoir quel objectif il faut qu'ils prennent, combien de boîtiers. Donc ça, c'est pas l'équipement matériel techniquement n'est pas un souci. Souvent, les gens négligent les accessoires comme les trépieds. Donc les gens vont avoir un très bon matériel, mais ne vont pas vouloir consacrer plusieurs centaines d'euros à l'acquisition d'un trépied. Ça, ou des filtres, non? C'est important aussi. Filtre ou pas filtre, on ne peut pas imposer l'usage de filtres, mais on va dire, moi, je vais partager mon usage et la manière dont ça apporte sur le rendu de mes photographies. Et puis après, au niveau équipement vestimentaire, c'est là où on peut avoir des surprises et de taille. Et je vais au moins raconter une anecdote. Norvège 2015, c'était au mois de septembre, donc pas des conditions climatiques très difficiles. Et première séance photo au matin, donc la veille, je dis rendez-vous à 6h30 pour une première séance sur le terrain. Et la veille, je voyais une personne qui est arrivée au groupe, qui était en tailleur pantalon avec... Non, tailleur, oui,
tailleur pantalon avec des talons aiguilles. Je dis, bon, d'accord, tailleur cuir, bon, ok, très bien. Bon, bah, demain, rendez-vous équipé avec tout matériel et tenue adaptée pour aller sur les plages et au moins crapahuter un peu. Et là, je vois cette même personne arriver en bottines à talons. Et là, le groupe éclate de rire, enfin, en tout cas silencieusement. Et moi, je tombe des nues. Et en fait, la personne était complètement à côté d'une tenue normale pour aller dehors, aller marcher, ne Il n'y a serait-ce pas que des sur la listes plage. pourtant, non? Bien sûr. Si, Oui, on a des checklists. Des checklists de matériel photo, des checklists de ce qu'on emmène dans la valise. Mais il n'y a pas de checklist de comment ils doivent lire, en fait. Et c'est complètement ça. Souvent, les gens, en fait, négligent la lecture de choses vraiment basiques, hein, d'avoir une tenue vestimentaire adaptée à la situation. Et c'est pas faute de ne pas l'écrire en gros. Pareil pour les bottes quand on va en Écosse. Et le nombre de fois, pratiquement à tous les voyages, les gens disent non, j'ai pas pris de bottes parce que je pensais que ce serait pas nécessaire. Alors que c'est écrit en gros 10 000 fois. On fait même des photos de bottes pour l'illustrer. Parce qu'il y a les bottes mi-mollets, puis il y a les bottes qui vont un peu plus haut aussi. Ouais, Oui, non, mais j'ai dit, les dans waders. ces cas-là, Ouais. tu resteras au bord de la tourbière, tu pourras pas aller dans la tourbière. Voilà, ils apprennent par le manque. Pourquoi, en fait, effectivement, se préparer à un voyage est essentiel. Et on est évidemment, nous, facilitateurs de cette préparation. D'abord dans la conception du voyage, ensuite dans l'explication de quel type de matériel ils doivent emmener. Et globalement, en termes de matériel, effectivement, les gens sont bien équipés. On va leur apprendre à faire avec ce qu'ils ont. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que quand ils reviennent de voyage, ils pourront continuer de pratiquer la photographie avec leur matériel. Si je leur prête un 400 mm de 8 et qu'ils n'ont pas ça, on ne fait pas la photographie de la même manière avec un téléobjectif à grande ouverture que, par exemple, un 24-105, évidemment. Donc, si on leur prête du matériel qu'ils n'auront pas l'occasion de pratiquer à leur retour, ils auront, si vous voulez, appris quelque chose d'un peu frustrant. Donc, nous, l'objectif, c'est évidemment aussi de leur apprendre avec ce qu'ils ont. Parfois, il y a un petit peu d'achat complémentaire avant un voyage. Je pense à des optiques très lumineuses pour faire des aurores boréales. C'est beaucoup plus contraignant techniquement d'avoir des ouvertures pas assez grandes sur ce type de sujet en faible lumière. Donc évidemment, ces conseils sont donnés avant. Après, évidemment, on n'oblige pas les gens. De temps en temps, on prête un petit peu de matériel, on en loue un petit peu, on loue des trépieds parce que effectivement, le trépied, c'est le parent pauvre de la photo. Ils investissent dans des trépieds en plastique alors qu'ils vont par moins 15, donc ils cassent au bout de 48 heures. Donc voilà, on a toujours un petit peu de matériel pour prêter ou pour louer. On a un partenariat avec Coquin qui prête ou qui équipe, si vous voulez, les photographes pour pouvoir montrer l'usage des filtres sur le terrain. On a aussi un partenariat avec Benro où on montre un petit peu les trépieds, on peut en prêter. On essaye évidemment de donner des conseils utiles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la course à l'armement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on dit pas il faut avoir tout et pour parer à toute situation, en toutes circonstances. Mais il y a parfois un matériel un peu plus technique, une optique un peu plus technique qu'on conseille. Donc évidemment, l'autre cliché, c'est le safari avec un zoom, hein, enfin un téléobjectif. Évidemment, si vous partez avec un 14 mm en safari, vous ferez des photos, bien sûr, mais ça risque de manquer de détails sur le museau. Alors, évidemment, hein, bien entendu, le photographe voyageur, il a aussi une responsabilité importante, la responsabilité de respecter les lieux et les personnes qu'il visite, mais aussi une responsabilité environnementale. Sur certains de ces points, Instagram n'a clairement pas fait que du bien, et je vous propose d'écouter le témoignage de Johan Lolos, qui est un photographe très influent sur cette plateforme avec près de 400 000 abonnés. Il nous alerte sur les dangers de l'influence qui peut parfois entraîner une arrivée massive de touristes sur des sites reculés et en bouleverser totalement l'équilibre. En l'occurrence, pour Instagram, ce qui s'est passé, c'est qu'Instagram a tellement vite explosé dans les années 2010 que très vite, les gens ont compris qu'il y avait une espèce de recette magique qui pouvait permettre à des photographes, et notamment des photographes de voyage, de paysage, d'amasser des nouveaux abonnés assez rapidement. Cette recette, à l'époque, c'était quoi? C'était simplement enchaîner les fameux Insta-spots, les endroits très photogéniques qui se retrouvaient en fait déjà sur les cartes postales dans les années 80, 90, etc., qui sont pas des spots que personne ne connaissait, mais qui étaient effectivement un peu moins connus qu'avant
l'époque des réseaux sociaux. Et donc, vu que ces photographes qui étaient donc tous en quête, et moi y compris, tous en quête de nouveaux abonnés, ont compris cette recette magique. On a commencé à l'appliquer et en fait, les photographes étaient constamment à la recherche de ces fameux Instaspots. Alors moi, je parle d'expérience personnelle dans le sens où en 2015, je vivais à Wanaka en Nouvelle-Zélande et je collaborais avec l'Office du tourisme local là-bas. Wanaka aujourd'hui, c'est une station balnéaire qui est vraiment, vraiment très, très, très touristique. Et en plus d'être très touristique, elle est absolument magnifique d'un point de vue paysage. Elle est au cœur des montagnes. Il y a un lac. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour faire des photos jolies. Sauf que moi, quand j'y étais en 2015, très peu de personnes, à part les locaux, les Néo-Zélandais, très peu de personnes connaissaient Wanaka, à tel point que les gens qui allaient faire un road trip en Nouvelle-Zélande, souvent skippaient Wanaka, quoi. C'était pas vraiment sur l'itinéraire de tout le monde. Donc pour pallier à ce problème, Wanaka, qu'est-ce qu'il a fait, l'Office du tourisme? Ils ont travaillé avec moi, ils ont travaillé entre autres avec aussi d'autres personnes, d'autres photographes, pour mettre en place ce qu'on appelle un Instamit. Et l'idée, c'est vraiment on rassemble, on invite tous des grands photographes, des Américains, des Canadiens, des Australiens, etc., à un seul endroit à Wanaka. Et pendant 3-4 jours, on leur fait découvrir un peu les plus beaux coins de la région. Donc nous, à l'époque, en 2015, on a invité Chris Burkhardt, notamment, qui est un des photographes aujourd'hui encore toujours les plus connus sur Instagram et les réseaux sociaux, Chris Burkhardt et beaucoup d'autres. Et donc à Wanaka, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une randonnée qui s'appelle Roy's Peak, qui était ultra connue auprès des locaux, mais uniquement des locaux à l'époque, et pas du tout connue mondialement. Moi, c'est une randonnée que j'avais déjà fait personnellement 2 fois à l'époque parce qu'elle était très photogénique et j'adorais randonner là-bas. Donc, j'avais déjà posté un peu des photos sur mon compte Instagram, mais j'avais pas des centaines de milliers d'abonnés. Je pense à ce moment-là, je devais être entre 50 et 100 000. Mais Chris Burkhardt, qu'on avait invité, qui était déjà à plus d'1 million, voire peut-être 2 millions, je ne sais plus les chiffres exactement, est venu. On a fait un shooting, on a vraiment réalisé un shooting, une vraie production du sunset au sunrise. Donc, il a vraiment shooté toutes les conditions. Il a fait la Milky Way, il a vraiment shooté le spot photogénique au sommet de la montagne dans tous les sens. Il a posté ça sur ses réseaux sociaux. On a tous posté ça, en fait, sur nos réseaux sociaux. Donc, on était une espèce de 10 photographes un peu Instagrammeurs à l'époque à poster le même endroit au même moment. Et résultat des courses, en fait, ça n'a pas été immédiat. Mais quand je suis retourné à Wanaka 1 an et demi plus tard, en fait, l'effet était là. C'est-à-dire que le petit parking en bas de la montagne qui accueillait peut-être à peine 6 ou 7 voitures est devenu un parking gigantesque pour 50 à 100 voitures. Sur la montagne en elle-même, forcément, vu que les touristes avaient quintuplé, ils ont dû installer des toilettes pour que les gens arrêtent de faire leurs besoins à gauche et à droite. Enfin, on sentait vraiment que le truc était devenu quasiment hors de contrôle. Alors, je dis hors de contrôle, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de réguler et de contrôler, en fait, cette montagne pour que ça dégénère pas, quoi. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et il suffit à n'importe qui de taper sur Google Instagram, spot Instagram connu mais fait touristique. Et en fait, vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de spots à travers le monde qui ont été victimes de ça. Vincent, Jean-Michel, comment est-ce que vous prévenez cette dérive dans la conception de vos voyages et c'est quoi les messages que vous véhiculez à vos stagiaires sur ces problématiques-là? On leur coupe les doigts, comme ça ils peuvent pas utiliser leur téléphone. On a fait un truc radical. Téléphone en mode avion, c'est quoi? Voilà. Pas de communication? Non, c'est vrai que ça pose la question de la confidentialité. Est-ce que finalement l'exceptionnel, c'est vivre des choses confidentielles? C'est-à-dire le fait qu'on soit 150, est-ce que ça gâche le plaisir? Est-ce qu'il faut être 2, vous voyez, sur un lieu? Est-ce que dans les 2, j'ai été le premier des 2? C'est un petit peu ce à quoi a répondu Instagram. Instagram, où tu te photographies tout seul devant un spot et en réalité, ils sont 150. C'est ce qu'il raconte dans son témoignage, c'est que globalement, il y a aussi une superposition du lieu où il faut être, construit comme cela d'ailleurs par les offices du tourisme, mais qui continue de véhiculer également un faux message, c'est-à-dire quelque chose de confidentiel alors que ça ne l'est pas du tout. Donc il y a aussi une dichotomie entre ces 2 messages. C'est-à-dire on promet aux gens quelque chose d'authentique et quand on arrive, il y a 150 personnes qui font la queue et c'est véridique quand c'est pas 200 ou 300. Donc pour se prémunir de ça, effectivement, on demande une discrétion sur les lieux, hein, de ne pas taguer les endroits précis et de respecter, si vous voulez, le lieu que l'on visite en indiquant de manière limitée le lieu précis. Alors, sur certains endroits,
Même si vous ne taguez pas la Tour Eiffel, les gens, ça vous sait, hein, pour résumer. Par contre, il y a d'autres endroits que l'on découvre à force d'aller dans des territoires. On montre certaines photographies, mais on ne dit pas forcément où c'est. Donc c'est vrai, alors ça ne va pas résoudre le problème, on en a bien conscience. En revanche, on participe moins à un impact négatif sur ces territoires-là. Voilà, donc on limite plutôt l'effet de bord, on va dire, sur l'envie de faire de la photographie. Donc c'est limité, c'est en parler aussi avec les voyageurs, leur expliquer que par exemple, donc un autre exemple en Namibie, dans le Dédvelé, où les gens se suspendent à des acacias morts qui sont noirs, qui sont magnifiques, etc. Et du coup, les gens pensent que c'est un cirque, qui se suspendent aux branches et les cassent. Alors que ça fait des centaines d'années que ces acacias sont là. Et les touristes qui s'en foutent, ils viennent qu'une fois, ils ne reviendront jamais. Donc c'est leur expérience avant tout. On rentre bien dans cette espèce de vision individualiste du voyage qui ne respecte pas les personnes qui viendront après, en fait, tout simplement. Et donc ça, on en discute avec les voyageurs. On ne résoudra pas le problème à notre échelle. Je veux dire, par contre, on fait notre part. Et notre part, c'est la discrétion, le respect, la discussion, le dialogue avec les voyageurs sur cette thématique-là, qui est aussi un respect du photographe accompagnateur qui partage des lieux secrets qu'il a découverts lui-même, des cadrages aussi, des manières de travailler un endroit. Donc c'est évidemment des discussions qu'on ouvre avec nos voyageurs. Ça ne résoudra pas tout, mais déjà au moins on a positionné sur la carte le sujet. C'est ce que tu fais, toi, Jean-Michel. Au début, tu essayes d'appliquer un code éthique ou de faire prendre conscience aux gens que tu accompagnes que certains lieux que tu leur montres sont vraiment des lieux qui gagnent à être gardés secrets. Mais c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, notamment Instagram, je ne parle même pas de TikTok parce que pour moi, c'est inconnu, mais j'en connais les travers. J'essaye effectivement d'un petit peu de me positionner comme l'irréductible gaulois. Alors c'est fatigant, on n'ira pas contre une mouvance, un mouvement de fond où les gens ne peuvent pas s'empêcher de taguer l'endroit où ils vont, mais j'essaye justement de les sensibiliser au fait que s'ils aiment l'endroit, s'ils aiment les conditions, la quiétude, s'ils aiment la beauté du lieu, eh bien, le meilleur moyen de le respecter, c'est de rester discret. J'empêcherai jamais quelqu'un de poster une image, simplement de ne pas donner avec précision le lieu où ça a été pris. Mettre le lieu précis d'une prise de vue n'apporte pas à la qualité de l'image. Ça n'apporte absolument rien, si ce n'est de dire « j'y étais, regardez ». C'est le côté découvreur, aventurier qui ne peut plus exister aujourd'hui parce que tout a déjà été cartographié, photographié. Et j'en reviens toujours à la démarche d'auteur. C'est la manière de voir les choses qui va apporter un regard nouveau sur les choses. Mettre le nom précis d'un lieu, c'est la plage de un tel à tel moment de la journée, mais ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve ça intellectuellement tellement pauvre, mais le problème c'est qu'on est dans un effet de masse et les effets de masse attirent des comportements de masse. Il y a un autre aspect qu'il faut aborder évidemment dans cette émission. On est tous confrontés au problème du réchauffement climatique. Et finalement, je me demande, c'est pas un peu contradictoire quand même de partir en voyage avec un déplacement qui va être lourd en émissions carbone pour aller découvrir et photographier des glaciers qui sont en voie de disparition? Il fallait peut-être commencer l'émission par ça d'ailleurs. Parce que non, mais c'est la question à l'heure actuelle, hein, au moment où on a les rapports du GIEC qui tombent et au moment où on constate un petit peu tout ça. Si, c'est totalement paradoxal. Et chacun doit prendre conscience de l'impact qu'il a. Faire 12 voyages par an à l'autre bout du monde, c'est pas comme faire un beau voyage, vous voyez, limiter son empreinte carbone et faire certains autres voyages d'une autre manière. C'est-à-dire que chaque personne est évidemment libre, avec ou sans agence, je veux dire, de prendre un avion. Je veux dire, l'avion Paris-Santiago, il vole alors que nous, on est assis autour de cette table. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à chacun de comprendre en fait ce qu'il est en train de faire et donc d'en discuter. Il n'y a absolument aucun doute sur l'aspect paradoxal du voyage et du prix de la découverte. C'est pas le prix financier, c'est le prix qu'on paye sur le climat. Et donc ce prix-là, il est évident. Et avoir un comportement en fait consumériste avec le voyage, et donc on revient au spot, c'est-à-dire cet alignement de spots pour collectionner les photos
faire 10 vols par an pour aller faire une collection d'images qui a déjà été faite est beaucoup mieux que soi. Je ne sais pas si ça a un sens. Donc là, on est plus sur le sens du voyage. Vous voyez. Tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure que même certains territoires commençaient, entre guillemets, à resserrer la vis sur les conditions d'accès, sur Exactement. l'accueil du tourisme. Exactement. Donc le Spitsberg, c'est un archipel qui est au large de la Norvège et qui est globalement l'un des derniers archipels avant la banquise. Ils ont décidé de protéger l'écosystème local, donc notamment l'ours blanc, mais pas que. Il y a également beaucoup d'autres espèces, les morses notamment, les oiseaux. Du tourisme de masse qui est adressé là-bas par des gros bateaux. Ce n'est pas des bateaux de 10-12 places ou des voiliers, c'est souvent des bateaux 30 cabines, 40 cabines, donc 80, 100 personnes, 200 personnes et parfois plus. Et donc ces bateaux, ils viennent donc perturber l'écosystème du vivant là-bas. Donc la Norvège a décidé de limiter l'accès à ces écosystèmes en obligeant une certaine distance entre les bateaux et les animaux. Et donc il y a une obligation, donc c'est proposé par le comité scientifique au Spitsberg, donc, qui a remis son rapport aux députés norvégiens, au gouvernement norvégien. Et donc la loi va passer pour protéger donc cet écosystème sur 500 mètres. Donc on n'a pas le droit d'approcher à moins de 500 mètres des ours. Je crois que c'est 300 mètres pour les morses. Donc il y en a d'autres. Tout est complètement listé. C'est-à-dire qu'il y a des règles par espèce et il y a des règles de distance par lieu, on va dire. Et donc ces règles-là vont limiter l'impact et l'accès. Alors la problématique, c'est pas quand tu as un bateau, parce que nous on y va une fois par an avec 12 personnes, on essaie de limiter l'impact, évidemment, c'est notre responsabilité. Effectivement, une fois par an avec 12 personnes, on pollue, mais on le fait qu'une fois par an pour 12 personnes. Évidemment qu'il y a une demande et donc une offre bien supérieure, et donc beaucoup d'autres voyagistes le font, et pas qu'une fois par an. On va pas les blâmer, c'est normal, ils répondent aussi à une demande. Hein. Donc ils ont décidé de limiter l'impact en créant cette loi. Et donc, ça ressemble, c'est comme si le Kenya et la Tanzanie, dans les années 70, avaient décidé qu'on ne s'approchait plus des lions et du Big Five à moins de 300 mètres. Ou de réguler, d'interdire l'accès à plus de véhicules sur site au moment où il y a telle scène de chasse. Ce qui se fait à certains endroits. Ce qui arrivera probablement. Non, mais ce qui arrive déjà, mais à certains endroits, dans certaines réserves, mais pas partout loin de là. Exactement. Ou de faire comme certains sites, le Machu Picchu par exemple, qui régule, qui restreint l'accès à un nombre limité de personnes par jour. Là, c'est pas l'idéal, mais enfin, c'est encore trop rare. Quoi. Tout à fait. Et donc, on va dire que la réponse est en mouvement, la réponse concrète sur le terrain est en mouvement. C'est le mouvement en fait qui va évidemment. C'est pas l'immobilité d'une pensée en fait qui va résoudre les problèmes. C'est bien le mouvement de l'action et des actions aussi petites soient-elles, aussi proches soient-elles. C'est-à-dire eux, ils décident donc on ne s'approche plus des ours à moins de 500 mètres. Quand un ours est dans un fjord et repéré, le bateau a obligation de faire demi-tour. Donc les règles sont quand même assez précises et elles vont permettre de limiter l'impact et de limiter l'effet. Il y a 10 bateaux qui arrivent quand un ours blanc est repéré, il y a 10 bateaux autour et on envoie les zodiacs, etc. Alors, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, il n'y a pas 10 bateaux en même temps, on dirait que là, l'ours, il est dérangé qu'une heure et puis après, il reprend sa tranquillité. C'est qu'en fait, c'est toutes les demi-heures, il y en a un qui arrive et ça dure toute la journée. Donc en fait, l'ours, il est jamais tout seul, il est jamais, entre guillemets, vous comprenez. Alors, évidemment, c'est une caricature, mais c'est pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et au-delà de l'émission carbone, là, on parle juste de l'impact sur l'écosystème, sur déranger le vivant. Donc, vous voyez, c'est effectivement, on a une responsabilité montrée menace, finalement. Hein, on l'a vu avec la Panthère des Neiges et Vincent Munier. C'est pas que, si vous voulez, quand il a reçu son César, il a bien dit qu'il y avait quand même comment dirais-je, un revers de la médaille à son travail d'artiste, de montrer les choses. Et donc, on a une responsabilité énorme en tant que voyagiste, parce que nous, on est l'action suivante. L'artiste ouvre la voie, et le voyagiste, en grand, hein, ouvre les portes en grand. Donc, si vous faites... Il la suit, malheureusement. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a une responsabilité énorme, en fait, là-dessus. Et nous, notre réponse, elle est simplement... par la décroissance. On ne cherche pas à être la plus grande société du monde. On ne cherche pas à avoir 15 000 voyages. On ne cherche pas à faire 15 000 voyageurs. On ne cherche pas à faire tout et à tout faire n'importe comment. On en fait moins mais mieux.
on limite, si vous voulez, le nombre de projets et on décide de ne pas en faire, hein. C'était le cas de la Panthère des Neiges, qu'on a décidé de ne pas aller voir. Mmh. Bon, en tout cas, il y a une solution qui est encore plus évidente hein, pour limiter son empreinte carbone tout en continuant à se faire plaisir avec des voyages photos, bah, c'est d'aller moins loin et pourquoi pas même en France et vous proposer pas mal de destinations à l'intérieur de l'Hexagone. On écoute le témoignage du photographe accompagnateur Mathieu Riverain qui encadre des voyages photos en France et plus particulièrement en Bretagne. Ce que je propose, c'est une excursion autour de chez moi, parce qu'il faut savoir que j'habite à 20 kilomètres de tous les lieux qu'on va visiter pendant la route des phares. J'adore commencer par un lieu totalement dépaysant qu'on n'imagine pas du tout en Bretagne et qui se trouve sur une petite partie de la presqu'île de Crozon. Et en fait, ça fait penser aux gens au Calanque, mais version bretonne. En fait, on est au milieu des pins, on se balade dans les falaises, l'eau est turquoise. Et en fait, il y a cette lumière particulière des voyages en Bretagne qu'on retrouve avec de la lumière, des averses, des éclaircies, des arcs-en-ciel, du vent. En fait, on prend un condensé de tout ce qu'on va voir pendant ces 5 ou 6 jours de la route des phares dès le premier instant. Et vraiment, c'est ça que j'aime montrer directement aux voyageurs. Et puis après, on va aller visiter un peu les monts d'Arrée. Et pour finir, en fait, tout autour de la rade de Brest, où il y a la plus forte concentration de phares d'Europe. Et du coup, c'est des lieux parfaitement photogéniques qu'on adore photographier par n'importe quelle condition, que ça soit en tempête, la nuit, le jour, lever de soleil. Et c'est vraiment des lieux particuliers qui sont mes lieux que je photographie au quotidien, en fait. C'est-à-dire que j'amène les stagiaires sur des nouveaux lieux qui sont rarement photographiés. Au-delà de l'aspect photographique aussi, il y a l'aspect aventure, en fait, de nouvelles rencontres. J'essaye qu'on rencontre les locaux à chaque fois que moi je connais et qui apportent de nouvelles expériences. Par exemple, un gardien de phare pas ouessant ou de nouvelles aventures culinaires avec des crêperies particulières. Cet aspect-là, en fait, amélioration continue du voyage qui me plaît, en fait, localement. Et en plus, les voyageurs, en fait, s'attendent pas toujours à ce type de voyage aussi près de chez eux, aussi dépaysant. Il y a tout type de profil, en fait, parmi les stagiaires. Il y a des stagiaires qui veulent vraiment découvrir une destination, puis il y en a d'autres qui veulent découvrir une destination avec une démarche responsable, engagée, avec des contraintes environnementales, budgétaires. Et c'est pour ça que la route des phares, en fait, est parfaitement adaptée à tout type de voyageurs. Il y a à la fois des gens qui viennent de l'autre bout de la France, qui peuvent venir des fois en covoiturage, en train parce que la destination est bien desservie. Et il y a aussi des voyageurs qui sont locaux. J'ai eu par exemple des gens qui étaient du Morbihan et qui n'avaient jamais été autour de Brest. Et du coup, ça leur permet de redécouvrir leur pays pour certains, leur région pour d'autres. Et au final, tout le monde est content parce que mine de rien, le Finistère et la route des phares, c'est quand même un paysage qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. On a de la chance en France d'avoir de si beaux paysages. Et vraiment, la rade de Brest et ses alentours, c'est vraiment des paysages particuliers. Bon, alors c'est vrai que on comprend très bien l'envie et la nécessité de faire appel à une agence spécialisée pour aller à l'autre bout du monde, pour aller faire une semaine de photos en Bretagne, un peu plus délicat. Bon, en tout cas, Mathieu, il l'explique très bien. Ça marche bien, Vincent, les voyages en France? Oui, oui, ça marche très bien. On a une palette assez large en fait de propositions sur la France et qui va des tourbières d'Aubrac en passant par la route des phares jusqu'à pourquoi pas un stage d'auteur à Paris. Donc on n'est effectivement pas obligé d'aller très loin pour apprendre la photographie et vivre le dépaysement en fait et la redécouverte. Et donc c'est à chaque fois un lien, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est un lien particulier que le lien particulier du photographe avec le territoire, c'est ce qu'il partage. Et on peut vivre cela en France ou ailleurs. Et évidemment, pendant le Covid, on avait toutes nos destinations françaises qui sont là depuis des années, beaucoup plus usitées, hein, beaucoup plus Ouais, choisies bien sûr. par les voyageurs. Et donc, nous, on a énormément travaillé pendant les périodes Covid parce que notre offre était déjà là, déjà identifiée, on avait déjà tous ces stages en Et place. tu parlais de lieux qui sont pas toujours faciles d'accès. Enfin, on en a parlé pas mal à l'étranger, mais en France, il y en a aussi. Là, je pense à la Camargue. Je sais pas si vous
propose des choses là-bas. Moi, j'y étais allé faire des photos là-bas. C'est pas toujours si simple Tout à fait. d'accéder aux masses, d'accéder aux fameux gardiens, etc. Voilà, il faut de la logistique et de l'organisation. Hein. Et du Et budget. des accès. Et surtout Et du des accès. budget. Et du budget, Eh oui, ouais, oui. Sous-entendu, du budget. Hein. Et ouais, Tout à fait. toi, tu peux organiser des choses là-bas. Tout à fait. Ouais. Alors, ça répond d'ailleurs, le métier qu'on fait de photographe d'abord, d'artiste, mais de photographe, c'est de résoudre de la contrainte. Et c'est là où on partage quelque chose de fort avec les photographes, c'est qu'on résout de la contrainte, pour résumer, et avec les équipementiers. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de résoudre de la contrainte technique. Un boîtier à haut ISO, une optique qui ouvre énormément, on résout de la contrainte de captation de lumière. Une agence résout de la contrainte logistique, on organise, un photographe facilite la contrainte de prise de vue, l'apprentissage technique et pourquoi pas plus si affinité si vous voulez aller vers quelque chose qui est plus dans l'expression personnelle. Donc résoudre de la contrainte, pour résumer, ça se passe en France, à l'étranger, partout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en Camargue, pour reprendre cet exemple, c'est notre spécialité de pouvoir monter des projets. Si vous voulez faire du taureau ou du cheval au galop du dans cheval les au marais. galop, voilà. Alors, quand tu dis faire du taureau, c'est le photographier. Hein. D'accord. Oui, il ne sera tout à pas fait. sauté dans la poêle. Hein. Non, voilà, tout à fait. Mais c'est cette résolution de contrainte qui est un facteur, on va dire, de réussite d'un voyage. Et on revient au débat sur les spots. Pourquoi est-ce que tout le monde y va? Pourquoi tout le monde le fait? C'est qu'il y a peu de contraintes. Il y a peu de contraintes résolues, il y a peu de capacités techniques dépassées, il y a peu d'expressions personnelles présentées. Vous voyez, c'est extrêmement accessible dans tous les sens du terme, autant créativement que logistiquement. Donc il y a aussi évidemment cet aspect à relier, si vous voulez, dans notre métier, d'essayer d'ouvrir des portes closes, pour résumer. Et parfois, y mettre du budget, évidemment. Hein, ne soyons pas naïfs. Par contre, c'est quand même très souvent, on en a parlé avec Christophe, cette curiosité, cette audace qui ouvre quand même le maximum de portes. Bon, on va conclure là-dessus. Merci Jean-Michel, merci Vincent pour nous avoir partagé tout ça, toutes ces infos, toutes ces connaissances autour des voyages photos. Je mets un terme à cette discussion et on attaque sans plus tarder le débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Jean-Michel Lenoir et Vincent Frances de l'agence Photographes du Monde pour parler voyage photo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit au cours de cette émission. Jean-Michel, pour commencer, pourquoi c'est si cool de partir en voyage photo ? Le fait de partir avec un photographe professionnel, c'est l'assurance d'aller sur les endroits et de gagner du temps sur le terrain par sa connaissance technique, par sa connaissance du lieu, par son regard photographique qu'il va partager. Et du coup, c'est aussi ouvrir un champ de possibles qu'on ne pourrait pas avoir si on était tout seul sur le terrain, sans connaître les lieux. Et c'est cool pour l'accompagnant aussi. Alors, le photographe accompagnant, c'est vrai qu'il y en a qui, dans l'agence, accompagnent, comme moi, un certain nombre de voyages dans l'année. Mais je dirais, on se laisse à la fois porter par la diversité des conditions de prise de vue, mais aussi par la diversité des groupes. Il y a des groupes avec lesquels, dont on en parlait tout à l'heure, la mayonnaise prend, et ça, c'est fabuleux parce qu'il y a aussi des très belles rencontres. Et puis, pour d'autres, on aura des expériences différentes. Mais le but, c'est que tout le monde... il trouve ce pourquoi il est venu. Vincent, c'est quoi la force et la spécificité des voyages que vous proposez à Photographes du Monde ? Alors j'allais dire c'est un mélange, mais plus qu'un mélange, c'est une alchimie de plusieurs choses. On dit souvent qu'une photographie, etc., c'est le bon moment, hein, le bon lieu, le bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas que ça, c'est vraiment l'alchimie également du bon accompagnateur, du bon conseil, d'une sensibilité partagée, donc on va dire des ingrédients, si vous voulez, que met le photographe également, et les stagiaires, et donc c'est également un bon groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas juste le bon endroit au bon moment. Ce serait vraiment trop résumé
justement un petit peu à Instagram finalement et au spot. Donc c'est vraiment cette alchimie du bon endroit, du bon moment, du bon conseil, du bon accompagnateur, des bonnes personnes, du bon groupe, et après, si on a de la chance, des bonnes conditions. Alors justement, on parle d'accompagnateur. Comment tu définirais ton rôle en tant qu'accompagnateur, Jean-Michel? Le rôle, je dirais, c'est un facilitateur, un animateur du groupe, parce que un groupe, il faut composer avec les différents caractères des personnes. On peut avoir des caractères très opposés, mais qui vont être très complémentaires. Des gens qui sont plus effacés vont pas créer l'ambiance du groupe. Donc, il faut aussi solliciter les gens, les dynamiser, montrer son enthousiasme. Rappelons le nombre maximal de gens qui peuvent Jusqu'à composer 8 un personnes, groupe. entre Oui. 4 et 8 personnes. Donc oui, je dirais c'est un facilitateur à tout point de vue. Et même si le but, on n'est pas là pour faire la fête, on n'est pas on est là pour le fil rouge, c'est faire des images. Il peut y avoir des grands moments d'émotion et je pense que le but et le rôle de l'accompagnateur, c'est d'être toujours dans l'anticipation pour essayer de trouver ces moments-là qui vont procurer énormément d'émotions, qui vont se traduire ou pas en images, mais c'est ça que les gens vont retenir et c'est ça qui vont leur donner envie justement de sortir de leur zone de confort parce qu'on a des conditions de froid, de vent, ou en tout cas des facteurs externes qui vont être un peu compliqués à gérer. Mais le fait de rassurer les gens, de leur montrer, de leur prendre conscience, de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables d'aller chercher des images qu'ils ne feraient pas tout seuls, ça va garder et ça va leur laisser des souvenirs impérissables. Vincent, c'est quoi les plus belles destinations que vous proposez? Alors j'ai mes goûts personnels et il y a aussi ce qui fonctionne. Personnellement, j'aime beaucoup les terres australes, c'est-à-dire Madagascar, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Chili. Donc ça, si vous voulez un dépaysement total, changer d'hémisphère, hein, le soleil est de l'autre côté, enfin, on voit la Voie lactée, on voit l'autre partie de la Voie lactée, enfin vraiment c'est un autre monde. Donc ça, c'est plus des goûts personnels, j'accompagne, donc c'est plutôt extrême. Après, c'est l'Arctique, tout ce qui est en Arctique, c'est-à-dire la culture arctique. Moi, je vais chez les Samis, par exemple. Donc ça, c'est aussi, on va dire, très particulier comme type de voyage, et pas très loin de Paris. Et puis, ce qui fonctionne globalement, ça peut être de l'Aubrac, de l'Islande et un voyage en Inde. Vous voyez, c'est 3 choses assez différentes, mais qui fonctionnent très bien parce qu'à chaque fois, c'est une proposition extrêmement singulière et extrêmement différente, on va dire, de ce dont on peut avoir l'habitude quand on est en France ou chez soi ou à côté de chez soi. Et ce dépaysement, on va dire, attire. Il y a aussi le Japon qui fonctionne très bien, qui est vraiment également une autre planète, hein, pour ceux qui veulent l'Asie en général, mais le Japon en particulier. Donc c'est vrai que ces destinations-là, on va dire, sortent du lot, mais pas plus pour nous que pour quelqu'un qui est curieux, quoi. Vous voyez. Et du coup, tu peux nous donner une idée de budget là sur ces 3 exemples, l'Aubrac, l'Islande et l'Inde, pour qu'on se projette un peu? Oui, c'est entre l'Aubrac, dans les 700 € 4 jours. L'Islande, c'est dans les 3000 € les 8 jours. Et le troisième, l'Inde, ça va être entre 12 et 15 jours, entre 3 et 4000 € à peu près. Ok. Tout inclus avec le vol, etc., bien sûr. Est-ce qu'il faut un bon niveau en photo et un bon matériel photo pour partir, Jean-Michel? Alors, je dirais que l'outil n'est pas toujours le préalable à la démarche photo, mais je dirais qu'aujourd'hui, n'importe quel boîtier numérique produit des images très qualitatives. Et pour faire du tirage d'art régulièrement, je peux vous dire que des photos que j'ai faites il y a 10 ans, on peut les tirer sur la base d'un capteur 12 ou 16 millions de pixels, on peut les tirer sur des formats supérieurs à 1,50 m sans aucun problème de définition. Aujourd'hui, le problème ne se situe pas là. Il est sur l'usage qu'on va faire du matériel, hein, et donc sur les bonnes postures qu'on va avoir, les bons réflexes qu'on va avoir sur le terrain. Ça demande avant tout, au-delà de la maîtrise technique, c'est connaître son boîtier, tout simplement. Et
parfois, on a des voyageurs qui investissent très peu de temps avant de partir en voyage et ne connaissent pas leur matériel photo. Le photographe qui accompagne n'a pas toujours la connaissance et la maîtrise du boîtier dernière génération de telle marque. Donc ça, on va dire, c'est un petit point qu'il faut noter parce que, en fait, oui, la connaissance du matériel prime avant tout à la qualité intrinsèque du matériel qu'on va emmener en voyage photo. Le conseil que je pourrais donner, c'est évidemment, c'est pas de partir avec un sac trop lourd qui répond à tous les cas de figure, mais d'avoir suffisamment un boîtier ou 2 boîtiers avec 3 objectifs peut répondre aux principaux cas de figure qu'on va rencontrer pendant un voyage. Et après, effectivement, c'est voilà, c'est les bonnes postures et puis surtout être à l'écoute de l'accompagnant, de ce qu'il va pouvoir lui proposer, à l'écoute des autres photographes. On s'enrichit du regard des autres, ça c'est un point très important. Donc oui, le matériel c'est important. Je dirais toujours, si on veut s'ouvrir un champ de possibles maximum, ne pas partir avec trop de matériel. Plus le sac est lourd, moins on va loin sur le terrain. Donc en fait, les gens qui ont plus de matériel, généralement, comme en fait, ils ont trop de choses sur les épaules, ils fatiguent vite. Donc en fait, ils vont rester pas loin de l'endroit où on a stationné. Et donc du coup, ils vont déplier leur trépied, ils vont pas bouger. Et en faisant ça, en fait, ils vont passer à côté d'énormément d'opportunités. La curiosité, elle va être limitée à son plus strict minimum. Donc en fait, on va pas aller explorer suffisamment le terrain. Je reviens toujours à la citation de Martine Franck concernant la photographie de paysage. Il faut d'abord s'imprégner des lieux observés. C'est presque une espèce de méditation contemplative parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de l'observation, ça veut dire qu'on ne va pas être capable d'identifier évidemment le sujet, mais c'est surtout l'ensemble des contraintes liées à un site. Et pour faire le pendant de Martine Franck, je vais citer Henri Cartier-Bresson, qui était quand même son compagnon. En fait, il dit clairement à propos de la photo de paysage qu'en fait, c'est le spectateur qui crée le paysage. Spectateur, pourquoi ? Parce qu'en fonction de la situation de l'observateur, on va avoir un angle qui va permettre de restituer une scène plus ou moins différemment. Et pour l'apprécier du mieux possible aussi, et ça on l'a dit au cours de l'émission, il faut le redire rapidement ici, il faut bien lire les fiches de consignes sur votre site et la liste de l'équipement à prendre. Donc, les talons, c'est à proscrire. Voilà. Les carnets de et voyage. Les iPads. Non, venez comme vous êtes, on se retrouve dans la photo. Vincent, pour terminer, comment on fait pour concilier voyage photo et préservation de l'environnement ? On voyage en train, on voyage moins. Et quand on fait des grands voyages, on les espace. On ne prend pas des avions comme on prend un métro. On ne prend pas des avions comme on prend sa voiture. Il y a des destinations qui sont faites pour répondre à son désir d'ailleurs, on va dire, sans aller trop loin. La Toscane, les Cinque Terre, la Slovénie, la Belgique, la Hollande, l'Aubrac en France, la Provence, la Camargue. Ce n'est la Bretagne. En Bretagne, il y a plusieurs circuits, Morbihan, la route des Phares, la Côte d'Émeraude. Donc il y a quand même énormément de choses à faire pour continuer de voyager et d'apprendre en limitant son impact. Et puis de temps en temps, évidemment, se faire plaisir et faire un grand voyage avec si vous voulez, la limite d'en faire le moins possible de manière limitée, on va dire. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oui, monsieur. Alors on y va. Première question qui t'est adressée, Vincent, et qui nous vient de P. Bernardon.
Où peut-on trouver les règles à respecter pour photographier à l'étranger sans contrevenir aux lois et coutumes locales? Sur Google, tu tapes cette question dans Google et il te répond. Demande à ChatGPT. Demande à ChatGPT. Demande à ton accompagnateur. Il va te dire, tu nous appelles à l'agence, on va te le dire, puisque l'accompagnateur, il est déjà allé 10 fois, il le sait déjà. Donc, on va te répondre. Alors après, toi, si tu veux voyager tout seul, si tu me posais la question, c'est que tu veux voyager tout seul. Donc, il faut plutôt regarder sur Internet et les forums et demander plutôt à Google et faire ta petite enquête. Il n'y a pas de site qui recense ça. Ou alors... Très clair. Deuxième question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Célic 95. Quel est l'objet essentiel à ne surtout pas oublier pour partir serein en voyage? Alors là, mon cœur balance entre plusieurs choses. J'hésite entre le trépied et les filtres. Mais ça dépend vraiment de la manière dont on va pouvoir... Si t'as pas d'appareil photo, ils vont te servir à quoi ton trépied? Ah non, mais ça veut dire que j'ai déjà mon boîtier et mes objectifs. Moi, j'allais Dans dire... cette hypothèse-là, et en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont on va... de sa relation à la photographie et de paysage. J'aurais du mal à me passer de mon trépied, mais également des filtres. Donc, allez, je vais choisir le trépied. Moi, j'aurais dit une batterie. Une batterie, bon, ok. Ou une pellicule. Benjamin? Ou une carte mémoire. Non, moi j'aurais dit les bottes, parce que pour avoir eu plusieurs expériences comme ça, descendre d'un kayak par exemple pour accoster ou aller dans les tourbières en Écosse, les bottes c'est juste indispensable. Bon. Troisième question, toujours pour toi Jean-Michel, qui nous vient de Travel Cello. Quel est votre meilleur souvenir de vos voyages photos? Alors, je ne peux pas parler d'un seul souvenir, c'est un ensemble de moments forts. Et des moments, j'en ai eu il y a très longtemps, j'en ai eu aussi très récemment, la semaine dernière. Tout à l'heure, je citais ce moment où la neige volait sur les fjords norvégiens. Je pense que c'est plus des moments de lumière, des moments d'émotion. C'est pas un lieu en particulier, c'est une manière de regarder, une attention particulière à certains phénomènes météo. Des fois, c'est simplement regarder un rayon de lumière sur la mer qui est absolument émerveillant. Parfait, très clair, ça donne envie. Pile poil, t'as fini pile poil la réponse. Ah mais il est rodé, attends, c'est habitué. Quatrième question pour toi Vincent, mais évidemment Benjamin et Jean-Michel, vous pouvez répondre aussi si vous voulez. Elle nous vient de Julien V59. Quel est l'objectif le plus polyvalent en micro 4/3 pour les voyagistes? Un équivalent d'un 24-105. Donc tu divises par 4 et tu multiplies par 3, ou dans l'autre sens, et ça te donnera On divise par 2. Mais non, ouais, 24-105, c'est la bonne focale. Donc ça va être un 12-50. Il y a un 12-60 Lumix qui est excellent, il y a un 12-40 chez Mzuiko qui est très bon, il y a même un 12-100 chez Mzuiko qui fait un 24-200, donc je pense que ça c'est le meilleur. En fait, il faut l'équivalent d'un 24 mm plein format pour pouvoir faire du paysage, donc c'est un grand angle très polyvalent, jusqu'à un petit télé pour pouvoir isoler les sujets. 24-105, c'est bien. Parfait. Et enfin, dernière question pour Vincent et pour Jean-Michel, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne devait en rester un seul voyage photo à faire jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi? Jean-Michel. C'est très difficile de répondre. Mais si je devais choisir qu'une seule destination, pas qu'un seul voyage, mais une seule destination, ça serait l'Écosse. Pour sa diversité, pour moi, l'Écosse, c'est vraiment le pays qui oppose la dureté, le côté très sauvage, au côté très doux, très poétique. C'est le pays des Lumières pour moi. Vincent. Moi, ce serait la Laponie suédoise pour voir... Vas-y, finis ta phrase. Pour voir les Samis, pour voir la culture Sami, pour voir ces territoires qui se transforment avec l'hiver, cette renaissance chaque année continue, voir cette nature en fait qui se transforme, voir les métamorphoses du rivage, pour résumer. Allez Benjamin, pour toi aussi la question qui tue. Bah moi, pour l'avoir découvert sur le tard, je vais copier la destination de Jean-Michel parce que l'Écosse ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais cet endroit cumule beaucoup de choses. On l'a dit, le caractère, l'accueil des gens, la convivialité. Puis en plus, il y a quelques petits vices que je peux entretenir là-bas autour de tourbes et de substances fumées comme le saumon. Donc non, définitivement l'Écosse. Allez, merci. On conclut le quiz là-dessus.
Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Michel, Vincent, c'était un très grand plaisir de vous recevoir à nos micros dans notre studio. Quelles sont vos actualités du moment? Jean-Michel, pour commencer. Alors, l'actualité du moment, c'est que je vais repartir très prochainement sur une destination lointaine qui est la Bolivie. Ça fait 3 ans et demi que j'y suis pas allé. Donc, je vais y retourner avec beaucoup de bonheur sur le Salar d'Uyuni avec ce miroir géant, puisqu'en fait, il y a de l'eau sur le Salar en ce moment. Et puis, les actualités, après, ça sera un peu plus tard dans l'année avec des nouvelles expositions sur la série Éléments notamment. Merci en tout cas d'être revenu nous voir, Jean-Michel. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Vincent, l'actualité de Photographe du Monde en ce moment? Alors, Est-ce que l'actualité, ça book pour cet été? oui, il n'y a aucun souci en Tout est plus. booké. Oui, et puis on n'a pas un objectif démentiel, donc il n'y a pas de Mhm. souci. Donc, l'actualité photographe du monde, c'est lancer la saison prochaine, lancer des nouveautés, des surprises, des nouvelles manières d'apprendre la photographie. Personnellement, c'est de partir en Namibie, j'accompagne fin mai. Je reviens des Grandes Marées, c'était génial. Et puis après, en actualité personnelle, donc une exposition à Photobrac en septembre avec le compère Lionel Montigo qui est dans l'équipe sur l'Aubrac, justement. Et la préparation d'un livre de photos et de poésie que je vais sortir, je pense, d'ici fin d'année. Bon, bah écoute, merci beaucoup. La semaine prochaine, on change d'univers et on passe en mode action. Nous allons vous proposer une grande masterclass sur la photo de sport. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.